Alors effectivement, traiter de la neutralité néerlandaise dans la Grande Guerre n'est pas chose facile pour un Français, parce qu'il n'existe pratiquement aucune littérature en français sur la situation des Pays-Bas durant la Grande Guerre. Il existe pas mal de choses en néerlandais, mais défaut parmi d'autres, je ne pratique pas le néerlandais. Donc, je me suis rabattu sur des travaux en anglais publiés par des Néerlandais, des collègues universitaires néerlandais. Et le sujet est effectivement fort riche. Alors, effectivement, les Pays-Bas demeurent neutres dans la Grande Guerre. Ça n'est pas le seul État. N'oubliez pas que toutes les monarchies scandinaves demeurent neutres également, au même titre que la Suisse, bien entendu, au même titre que l'Espagne, au même titre que le Portugal, qui n'entre en guerre qu'en 1916, contraint et forcé un petit peu par les Britanniques. Alors ce statut de neutralité pose question. S'agit-il, comme l'a rappelé Xavier Pierson d'entrée de jeu, d'une fausse neutralité, c'est-à-dire d'une neutralité à l'Helvétie, où les élites, notamment alémaniques, sont quand même très proches des puissances centrales, de l'Empire allemand notamment, ou s'agit-il effectivement d'une véritable neutralité appuyée sur le statut de puissance commerciale internationale des Pays-Bas? Alors, premier point qui là, d'une manière générale, est assez clair et net, la situation militaire. Et oui, parce qu'il faut commencer par cela, dans la mesure où les Pays-Bas veulent mener une neutralité armée. Nous sommes effectivement dans le cas proche, très proche de la neutralité helvétique. C'est-à-dire que les Pays-Bas déclarent d'entrée de jeu, et avant même la Grande Guerre, qu'ils défendront leurs frontières. Vous avez, dans les années qui précèdent la Grande Guerre, un effort militaire, budgétaire notamment, qui est tout à fait impressionnant, puisqu'il est de l'ordre de 20 à 30% du budget annuel des dépenses à partir de 1874. Donc l'effort budgétaire néerlandais est impressionnant, et notamment se marque par la modernisation des réseaux fortifiés néerlandais, comprenant donc 42 forts autour de la capitale, mais prévoyant aussi une arme originale, qui est l'inondation de certains territoires. Donc on a un effort militaire impressionnant. Depuis 1870, depuis la victoire allemande sur les Français, le cœur des hautes sphères militaires néerlandaises penche assez clairement vers l'Allemagne. Assez clairement, dans la mesure où il copie notamment toute l'organisation militaire néerlandaise sur l'organisation militaire allemande. Alors, les matériels, les armements viennent d'Autriche, viennent d'Allemagne. Avant la Grande Guerre, avant la Première Guerre mondiale, on introduit aussi le statut d'officier de réserve. Et oui, parce que même à la mesure des Pays-Bas, c'est une population assez limitée, 6,5 millions de personnes, mais les Pays-Bas sont quand même capables d'enrégimenter et de mobiliser 200 000 soldats. Donc il faut les encadrer, donc il faut des sous-lieutenants ou des lieutenants, donc il faut des officiers de réserve. Vous avez exactement la même organisation qu'en Allemagne, mais aussi sur ce plan qu'en France. Donc un effort militaire considérable avant la Grande Guerre. Et une mobilisation en 1914 qui est une mobilisation précoce. Alors, d'un point de vue strictement opérationnel, la neutralité néerlandaise favorise incontestablement l'Allemagne, puisque, en termes militaires, et Xavier pourra nous faire un cours de stratégie tout à l'heure s'il le souhaite, mais il est bien évident qu'à partir du moment où les Allemands envahissent la Belgique en étant garantis sur leur nord, sur leur aile marchande droite, eh bien, ça revient au fait que les Néerlandais sont des alliés objectifs de la manœuvre allemande. Et je le dis, bien entendu, en termes d'historien, il faut savoir regarder les vérités en face. Donc, une garantie, en quelque sorte, une alliance objective, en quelque sorte, avec l'Allemagne de la part des militaires néerlandais. Mais, bien évidemment, ces militaires ne doivent pas aller trop loin, parce qu'il faut quand même qu'ils maintiennent barre à peu près égale
de manière à ce que les Britanniques ne soient pas tentés d'intervenir en Zélande. Donc, cette alchimie assez délicate d'un point de vue militaire, nous allons la retrouver totalement, et mieux encore, si je puis dire, d'un point de vue commercial. Donc, une neutralité militaire qui est, dans les faits, une fausse neutralité, avec des militaires néerlandais qui, en 1914, à tout le moins, penchent assez clairement vers les puissances centrales. Depuis les années 1870, en gros, les Pays-Bas ont développé une économie largement ouverte sur le monde. La mondialisation n'a pas attendu les années 1990, et donc très dépendante du commerce international. Très, très dépendante du commerce international, notamment par la possession des Indes néerlandaises, de l'Indonésie. L'agriculture néerlandaise produit surtout pour les marchés allemands et anglais. Comment faire mais aussi, bien entendu, pour l'outre-mer. Rotterdam est devenu déjà à l'époque un des principaux ports mondiaux. Amsterdam un peu moins, mais Amsterdam est un port plus spécialisé. Donc on a là des places commerciales majeures. Donc les Pays-Bas dépendent des deux camps, très clairement. Leur statut d'État neutre leur permet certes de continuer de commercer avec l'un et l'autre, mais effectivement, au risque de mécontenter l'un ou l'autre. Pour tenter de mener, encore une fois, de mener la barre égale entre les deux belligérants, au printemps 1916, le gouvernement néerlandais impose administrativement, là encore, c'est un écornage aux mesures libérales traditionnelles, que les exportations agricoles des Pays-Bas soient équitablement réparties entre Allemagne et Angleterre. C'est un vœu pieux, pratiquement. Mais l'argumentation existe. Alors, paradoxalement, puisque le centre de gravité néerlandais économique penche plutôt vers l'Allemagne, et paradoxalement, c'est la guerre sous-marine à outrance, décrétée à partir de février 1917 par les Allemands, qui va causer les dommages les plus importants aux Pays-Bas. Parce que là, vous avez effectivement toute une série de produits qui n'arrivent plus, tout simplement, qui n'arrivent plus aux Pays-Bas. Pour la première fois, en 1917, depuis le XVIIe siècle, on voit ressurgir aux Pays-Bas des risques de famine. Donc, si vous voulez, la fin de la guerre est très difficile pour les Pays-Bas. Je dirais même que c'est la période la plus difficile. Alors, les circonstances imposent un changement de cap qui se concrétise tardivement en septembre 1918 par l'arrivée d'un nouveau gouvernement, un nouveau ministre des Affaires étrangères notamment. Et donc pour la première fois en septembre 18, outre cette réforme de la note, on voit, et c'est à peu près concordant avec ce qui se passe dans d'autres pays à la même époque, on voit une carte de rationnement. 55 produits sont rationnés en septembre 1918 à l'extrême fin de la guerre. Mais surtout, le vent de l'histoire a tourné en septembre 1918. Et le gouvernement décrète désormais que les Néerlandais doivent désormais négocier avec les alliés, mais aussi avec l'associé américain. Je rappelle que les Américains ne sont pas des alliés, mais un État associé. Et ils doivent négocier donc un accord commercial général qui réduit drastiquement, radicalement, la collaboration avec l'Allemagne. Nous sommes en septembre 1918. Les négociations commencent en novembre 1918, mais sont interrompues par une vague révolutionnaire qui existe aux Pays-Bas, même si elle est moins forte qu'ailleurs, mais qui est semblable à ce qui se passe en Allemagne, mais aussi dans des pays neutres comme la Suède. On l'oublie aussi assez fréquemment. Et donc, cet accord n'a pas le temps d'être signé avant le 11 novembre, l'armistice du 11 novembre 1918. La fin de la guerre est la période la plus terrible pour les Pays-Bas. À partir de 1917, effectivement, le mécontentement grossit dans la population au sein de l'opinion publique néerlandaise. Il y a déjà une forte demande de démobilisation militaire.
on se dit, l'opinion se dit, mais voilà, on est neutre, on risque plus d'être attaqué, donc pourquoi ne pas démobiliser au moins partiellement nos troupes? Et Snitchers, le général Snitchers, tient bon, et ça mécontente au plus haut point l'opinion publique. De la même manière, le ministre de l'Agriculture, Commerce et Industrie est accusé de faiblesse dans le ravitaillement. On l'a vu tout à l'heure. Et puis pour terminer, il faut aussi faire face aux conséquences directes de la guerre en cette fin d'année 1918. Le 10 novembre 1918, l'ex-empereur, désormais l'ex-empereur Guillaume II, se présente à la frontière d'Eichden, au Limbourg, pour demander l'asile politique. Que faire? 2 jours plus tard, son fils, le Kronprinz, en fait autant. Alors ce sont des hôtes indésirables, a priori, car le gouvernement néerlandais réalise qu'accepter de les accueillir va mécontenter les Alliés, mais preuve que l'Allemagne impériale jouit encore d'une certaine aura auprès des sphères dirigeantes néerlandaises, eh bien, non seulement le gouvernement décide d'offrir l'asile politique à la famille impériale, royale de Prusse et impériale d'Allemagne, mais il va par la suite refuser toute demande d'extradition. Voilà, pour conclure, donc, après 4 années de guerre, les gouvernements successifs ont tenté de préserver la neutralité belge, mais comme je l'ai suggéré, c'est une neutralité qui demande des efforts constants et surtout qui n'est pas toujours très neutre. Hein? Merci. La neutralité néerlandaise est, je crois, qu'on peut le dire, fortement marquée d'une germanophilie jusqu'à 1917. Hein? Au moins au niveau des instances dirigeantes. Et c'est là que la communication de Karl Lacoste va nous éclairer tout à l'heure au niveau des opinions publiques. Parce que moi, je ne suis pas descendu au niveau des opinions publiques. Hein? Même si, on l'a vu, la prudence des gouvernements néerlandais consiste à tenter de ménager, encore une fois, la chèvre et le chou entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Alors, cette politique d'équilibrisme a ses limites, qui sont montrées à la fin de la guerre, et il est quand même tout à fait intéressant de voir qu'en 1920, sans renoncer véritablement à leur neutralité, les Pays-Bas en finissent avec l'isolationnisme, en tout cas, puisqu'ils rejoignent la Société des Nations. Et donc, on peut dire que les leçons de la Grande Guerre ont porté, au moins en partie. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui et de bien vouloir me prêter encore un peu d'attention. Donc, j'espère que vous en êtes convaincus autant que moi. L'histoire d'un monument n'est jamais anodine. Cette histoire en dit long sur les relations qu'il noue, ici particulièrement entre 2 pays, mais un pays et une ville. Et cette histoire, elle est le miroir de représentations fortes. C'est particulièrement ici le cas avec l'histoire tourmentée et enfuie de ce monument que j'ai pu raviver grâce aux archives de la ville de Verdun. Donc le dimanche 1er août 1920, place de la Roche à Verdun, le maire Edmond Robin inaugure devant les autorités françaises et hollandaises ainsi que la foule des Verdunois le groupe statuaire donc d'Auguste Rodin intitulé La Défense. Vous voyez donc l'affiche qui annonce les cérémonies auprès de la population. Vous avez là également le carton d'invitation qui est remis aux autorités. Donc cette cérémonie, qui sera une réussite reconnue de tous, aura été bien compliquée à mettre en œuvre. On a d'abord souhaité le 23 juin. Le 23 juin à Verdun, c'est le jour de la commémoration annuelle de la bataille. Donc, on va assister tout simplement à plusieurs reports, des contretemps, des indisponibilités de personnalités, tant du côté français que du côté hollandais. Et on va même constater un retard dans les travaux du soubassement qui doit recevoir l'œuvre. Pour comble, une partie du bronze a été cassée à Paris au moment de son chargement.
Et là, c'est assez stupéfiant. Donc, c'est un modèle en plâtre, bronzé et patiné, qui va parvenir à Verdun le 29 juillet 1920. On fait ça tout simplement pour ne pas reculer à nouveau le jour de l'inauguration. Alors que l'original en bronze parviendra à Verdun seulement en octobre. La presse locale dit alors qu'aucune des personnes non averties n'aurait vu la différence. Donc, ça n'a pas terni la cérémonie. Alors, revenons en arrière. Quelles sont les origines des liens qui unissent la Hollande et Verdun? Rappelons préalablement, et c'est extrêmement important, en tout cas j'y attache beaucoup d'importance, que 1400 jeunes Hollandais se sont engagés au cours de la guerre dans la Légion étrangère française, et que 900 d'entre eux ont été tués. C'est donc d'abord le lien du sang versé qui unit les deux États. La relation entre les Pays-Bas et Verdun débute donc en 1916, à la fin de la bataille, avec les démarches de la section néerlandaise de la Ligue des Pays Neutres. La Ligue des Pays Neutres est une organisation qui est présidée par l'ancien président américain Theodore Roosevelt, qui œuvre pour le soutien aux Alliés à un moment où le président Wilson tient encore son pays en retrait de la guerre. Et cette Ligue des Pays Neutres a une devise, elle est la suivante: tout homme a deux pays, le sien et la France. Et cette Ligue des Pays Neutres possède un comité hollandais donc, qui a été constitué en 1917. Alors, cette reconnaissance des Pays-Bas à l'égard de Verdun veut s'exprimer à travers un cadeau à la ville sous la forme d'une œuvre d'art monumentale. Et pour cela, le comité néerlandais s'adresse à Auguste Rodin par l'intermédiaire donc, de M. Jacob Barth de la Faye, critique d'art, francophone, francophile, secrétaire de la Ligue des Pays Neutres, et Madame van Bevervoorde, donc, je vous le disais tout à l'heure, qui a soigné des blessés dans les hôpitaux français pendant la guerre. Et tous deux donc, écrivent à Rodin le 26 décembre 1916, donc à la fin de la bataille. Rodin répond favorablement à la démarche des Hollandais, mais ses soucis de santé, ainsi que tout le temps qu'il doit consacrer à l'installation de ce musée, ne permettent pas au maître de créer une œuvre originale. Il propose donc gracieusement une sculpture qu'il a réalisée en 1879, à l'époque où la République voulait honorer la résistance de Paris au cours du siège subi face à l'invasion allemande de 1870. Défense de Paris, défense de Verdun, évidemment, vous voyez bien l'analogie, elle s'impose. Mais la concrétisation du projet, l'agrandissement de la sculpture, sa fonderie, son inauguration vont demander des délais. Et malheureusement, ces opérations se réaliseront après la mort du sculpteur, puisque Rodin décède en novembre 1917. En parallèle, les ministres des Affaires étrangères et de l'Instruction publique sont officiellement sollicités pour donner donc, l'autorisation à nouer ce partenariat. Alors, le 25 octobre 1917, l'accord avec Rodin est confirmé par une visite de Madame van Bevervoorde au domicile de l'artiste, à Meudon, et nous sommes tout simplement 15 jours avant la mort de Rodin. Mais celui-ci a le temps de mettre au point les instructions pour la réalisation monumentale de l'œuvre. C'est le travail de son homme de confiance, c'est celui qui est en train justement de réaliser son musée, c'est Léonce Bénédite, qui est donc conservateur du musée Rodin dans l'hôtel Biron à Paris. Voilà, Léonce Bénédite. Donc Bénédite attribue l'agrandissement de la statue à 4 fois sa dimension de 1879 au sculpteur reproducteur qui est Henri Le Bossé, qui a l'habitude de travailler pour Rodin et qui connaît bien la technique du pantographe tridimensionnel. Alors le nom est barbare, donc là vous voyez le nom de Le Bossé sur le socle de la Défense de Verdun, le système du pantographe tridimensionnel donc qu'utilise Henri Le Bossé
pour l'agrandissement de la défense de Rodin. Pour financer l'ensemble du projet, le comité néerlandais donc ouvre une souscription aux Pays-Bas à laquelle répondent, je vous disais tout à l'heure, entre 10 000 et 11 000 donateurs qui reçoivent une lithographie qui a été dessinée par l'artiste hollandais Wieblens, auteur également de la cassette qui contiendra les noms des donateurs et qui devrait être déposée dans le piédestal en pierre de taille de la statue. Or, je me suis rendu compte il y a quelques jours que cette cassette, elle est dans le musée de guerre de la mairie. Donc, a-t-elle été déplacée au moment du déménagement de la statue? Ça reste à éclaircir. Alors, la lithographie de Wieblens, on l'a ici sous les yeux. Elle accumule les symboles qu'on reconnaît facilement. Donc, la France qui est coiffée du casque brillant, la cathédrale de Reims, le soleil de Louis XIV, les flammes et les nuages de la Révolution, un bonnet phrygien et le coq gaulois. Et ici, évidemment, on retrouve le monument de Rodin et un paysage hollandais de moulins, évidemment, et, si je crois, à droite, la ville de Delft. Donc, une fois qu'on a fixé définitivement les cotes d'agrandissement du groupe statuaire, la fonte est réalisée dans les ateliers de la fonderie Rudier à Paris. Donc, vous voyez la signature ici du fondeur, Rudier, toujours sur le socle de la défense de Rodin. Donc Rudier qui travaille régulièrement pour Rodin et qui travaille également pour les plus grands sculpteurs de l'époque comme Bourdelle, Mayol, et dont il est dit dans les documents que j'ai retrouvés que la facture avait été particulièrement onéreuse. Alors, on a des analogies évidemment qu'on peut retrouver dans la défense de Rodin. C'est une analogie évidemment inspirée par le Christ de la Pietà de Michel-Ange qu'on trouve à Florence. On a également une autre analogie avec la Marseillaise de Rude qui est visible sur l'Arc de Triomphe à Paris. On a le corps brisé également du soldat, qui contraste avec la victoire qui, elle, jaillit hors de la composition. Et ici, on voit bien la violence de l'attitude, les poings serrés, largement écartés, la bouche grande ouverte, comme sur la sculpture de l'Arc de Triomphe. Donc cette expression qui nous montre toute l'exaltation du combat, dont elle sort, l'aile cassée également, qui retombe, qui montre l'âpreté, la bataille, et une victoire, évidemment, qui a été si difficilement arrachée à l'ennemi. Il va falloir trouver un emplacement donc, pour ce monument. Donc en avril 1920, M. de La Faye et Léonce Bénédicte donc, sont reçus à Verdun pour le choix de l'emplacement du monument. Il est d'abord question de la place d'Armes, c'est l'actuelle place Maginot, donc déjà dans la ville haute. On parle également des abords de la gare, mais c'est finalement la place de la Roche qui va l'emporter. La statue de la Défense fera face à la citadelle inviolée. Donc dans les années 30, une fois la reconstruction achevée, certains Verdunois vont demander à la municipalité d'agir pour trouver une place plus visible à la Défense, et sera particulièrement actif dans cette démarche le journaliste verdunois Henri Frémont, qui est propriétaire et directeur du Bulletin Neusien, et qui, lui, entretient un contact continu avec le comité hollandais du monument. Ce comité hollandais du monument n'a pas été dissous entre les deux guerres. Donc le 23 juillet 1939, donc vous imaginez, 23 juillet, la guerre éclate le 1er et 3 août 1939. Donc le monument de la Défense est inauguré près de la place Saint-Paul, à une entrée de la ville très fréquentée et à proximité du monument dédié à Victor Schmetter.
maire reconstructeur de Verdun, est tragiquement disparu en 1933. Donc là également, on a un symbole qui est fort, le rapprochement de ces deux monuments. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc là on est le 5 juin 1949, au cours du congrès et pèlerinage national de l'association Ceux de Verdun, une nouvelle inscription commémorative est officiellement dévoilée en remplacement de celle que je citais tout à l'heure et qui a été effacée donc par l'occupant allemand pendant l'occupation. Voilà. La nouvelle formule proposée par le comité et approuvée par la municipalité est plus sobre et plus courte que la précédente. On peut encore la lire donc aujourd'hui sur le monument. À la France immortelle, à la glorieuse ville de Verdun, la Hollande amie. N'oublions pas, évidemment, 2003, le dernier déplacement donc, du monument, à quelques dizaines de mètres de son emplacement précédent. Donc là, la Défense intègre la rue des Frères Boulot, adossée à la Meuse. Est-ce son emplacement définitif? Seules les années le diront. Et je sais que l'idée fait son chemin du côté de Monsieur le maire. Je n'en sais pas plus. Voilà. Donc, pour conclure, qu'est-ce que je vous dirais? Il apparaît que les choix d'urbanisme et l'histoire ont plusieurs fois bouleversé, on vient de le voir, le destin de l'œuvre de Rodin, au point peut-être de la faire apparaître injustement comme un cadeau quelque peu encombrant, mais ça n'est pas la réalité. En réalité, la destinée de ce monument révèle une fois de plus le retentissement considérable, jusque dans les pays neutres, du sort de la ville de Verdun, associé au drame immense de la bataille, et ce don de la Hollande s'ajoute à la liste des nombreuses distinctions honorifiques attribuées à la ville à partir de 1916. Ce don exprime à la fois l'extrême brutalité des combats qui se sont déroulés aux portes de Verdun, mais également, on l'a vu dans sa première dédicace, à quel point la guerre d'alors était considérée comme une guerre existentielle, vitale pour la sauvegarde de ce qu'on appelait à l'époque la civilisation. Donc ce geste de la Hollande, pays ami, participait déjà, en fait, certes modestement et avec fragilité, à jeter les bases d'une construction européenne. C'est cette image que je voudrais retenir, une construction européenne désireuse de paix, mais toujours incertaine et toujours menacée. Voilà, je vous remercie.